Alors, je vais me présenter très très vite pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, pour voilà, vous expliquer un petit peu pourquoi je vous parle du jeu. Donc, moi, j'ai créé mon entreprise Evolud il y a 16 ans et j'ai un super titre qui s'appelle Serious Game Designer. Donc, je crée des jeux pour des applications professionnelles pour l'entreprise. Donc, essentiellement sur l'apprentissage. L'idée, c'est de vraiment comprendre quels sont les impacts du jeu dans l'usage de l'entreprise, en fait. Comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu à bon escient? Donc, ce matin, l'idée, c'est que je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que le jeu, ça peut être un bon levier pour faire changer, en l'occurrence, les comportements en lien avec le covoiturage, hein, mais dans vos entreprises, ça peut être n'importe quel changement. Avant ça, alors puisque vous avez vos écrans coupés, je vais vous demander de travailler avec, vous savez, il y a un petit picto interaction en bas de votre petite visio, réaction. Vous pouvez cliquer et puis sélectionner soit une main, enfin, un pouce vers le haut, par exemple. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous demander d'activer le pouce vers le haut. D'accord? On sait bien, il y en a qui testent. Merci Fanny, Xavier, Geoffrey. Oh là 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 là, merveilleux. Trop d'icônes, trop d'icônes. Attendez ma question. Donc, première question. On va parler, puisqu'on parle de jeu et de l'intérêt du jeu, je vais vous demander de me dire qu'est-ce que c'est qu'un jeu pour vous. Alors, en l'occurrence, est-ce que pour vous, le jeu de loi est un jeu? Alors, vous pouvez mettre le pouce vers le haut si pour vous, le jeu de loi est un jeu. La moitié. Plus de la moitié. Il y a ceux qui sont loin. Parfait. Donc, on va dire, je ne vois pas très bien, je ne vais pas calculer, mais vous êtes nombreux, à peu près, à peu près les 3/4 à penser que c'est un jeu. OK. J'en ai une deuxième. Est-ce que pour vous, les Lego, c'est un jeu? OK. OK. Pareil, à peu près. Alors, tout le monde ne dit pas la même chose, mais on va changer un petit peu. OK. Eh bien, si on part des recherches aujourd'hui actuelles sur les jeux, je vous dirais que tous ceux qui ont mis un petit pouce en l'air pour les Lego, par exemple, eh bien, pour le coup, c'est un jeu pour vous. Puisqu'aujourd'hui, les scientifiques ont tellement de mal à avoir une définition de ce que c'est qu'un jeu qu'on part du principe que on vous pose la question, est-ce que pour vous, ça, c'est un jeu? Si vous dites oui, c'est un jeu. Si vous dites non, c'est pas un jeu. Donc, en fait, les Lego, c'est un jeu pour les 3/4 d'entre vous. Si on adopte d'autres définitions, eh ben, pour le coup, ça ne l'est pas. Alors, je vais vous partager mon écran. Je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'aime bien vous voir, mais voilà. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien? Ophélie, tu es ma gardienne. Est-ce que l'écran apparaît bien? Parfait. Donc, on est sur la question. Pour vous, qu'est-ce qu'un jeu? Et donc, dans le premier cas, voilà, vous avez bien compris. Le deuxième cas, moi, j'utilise une définition qui a été travaillée, qui a été proposée par Gilles Brougère, mais qui ne fait pas l'unanimité, puisque chaque point peut être contesté, sauf l'un d'eux, qui est l'activité réglée. Alors, une activité réglée, c'est une activité qui a des règles. Et du coup, si je prends les Lego, il n'y a pas de règles. Les Lego, chacun décide. Alors, sauf si vous suivez la notice, c'est d'accord, mais c'est pas vraiment une règle. En fait, vous allez jouer, vous allez inventer vos propres règles, et donc ce n'est pas une activité qui est réglée. Donc, les Lego, selon cette définition-là, ne seraient pas un jeu. Deuxième point, je vais les passer très très vite. L'idée, c'est que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de jeu, puis ensuite qu'on aille voir en quoi ça peut aider le changement. Une activité libre, c'est une activité, alors c'est libre à deux sens en tout cas. C'est la première chose, c'est je vais adhérer à cette activité de manière, sans contrainte, c'est-à-dire que c'est moi qui décide librement de jouer et on ne me force pas. Si on me force, ce n'est plus un jeu. Et là, la question de quand je mets un jeu pour un usage professionnel, en l'occurrence, par exemple, si je veux expliquer ce que c'est que le covoiturage ou faire jouer autour du covoiturage, dans quelle mesure les gens sont libres de jouer ou pas, ou de rester regarder. La deuxième liberté, c'est à l'intérieur de ces règles du jeu, j'ai de la liberté. Si je suis complètement contraint, si je n'ai pas de choix, si je n'ai pas de latitude d'action, ça n'est plus un jeu. Petite question sur le jeu de loi.
tous ceux qui ont levé la main sur le jeu de loi, à quel moment vous avez la possibilité d'avoir un choix et une action libre à l'intérieur du jeu? Bah, il n'y en a pas, parce que vous ne faites que respecter les règles, c'est-à-dire lancer le dé, avancer du nombre de chiffres, de cases indiquées par le dé, et ça s'arrête là. Donc, on est bien sur finalement quelque chose qui ne serait pas un jeu, le jeu de loi, si on part de cette définition. Une activité incertaine, c'est-à-dire une activité où on ne sait pas qui va gagner, qui va perdre. Et on a aussi aujourd'hui l'essor des jeux coopératifs qui font que, eh ben, on peut tous gagner ou tous perdre. C'est pas on va battre le jeu finalement, mais on est quand même dans quelque chose, on n'est pas certain de gagner. D'ailleurs, quand on est certain de gagner ou certain de perdre, eh ben, on perd le plaisir et donc la notion de jeu. Si vous jouez, alors j'aime bien cet exemple, mais parle à beaucoup d'entre nous. Si vous jouez à ou je cherche le nom. Si vous jouez au Monopoly avec votre petit-neveu ou votre petite-nièce et qu'au bout de 30 minutes, il a tout un pan avec des hôtels, des maisons, etc., vous savez que vous allez perdre, mais il va falloir jouer encore 2 heures. Et vous savez que là, ce n'est plus du tout un jeu. C'est long et fastidieux et on perd le plaisir. Une activité improductive, c'est-à-dire qui n'a pas de visée autre que le plaisir que l'on prend à jouer. Donc, je ne produis rien dans la vraie vie. Et ça va avec l'activité séparée, puisque l'activité séparée, c'est une activité qui n'a pas de conséquences dans la vie réelle. Donc, je ne produis rien, mais je n'ai pas de conséquences. Ce qui veut dire que, je ne sais pas, si je prends un jeu ou les échecs, tout simplement, je vais battre l'autre. Ben, dans la vraie vie, je n'écrase pas mon adversaire. Donc, on est toujours, voilà, on s'entend toujours bien après. Et si je détruis un adversaire dans un jeu, dans la vraie vie, il existe toujours. Donc, il n'y a pas de conséquences dans la vie réelle. Tout ça, c'est des éléments, je ne m'étends pas plus dessus, mais qui sont sur lesquels on peut venir trouver des éléments qui viendraient amoindrir la définition et en tout cas qui en fait une définition non universelle, d'où la première définition aujourd'hui qui est est-ce que pour vous cet élément est un jeu, oui ou non? Voilà, ça fait un peu consensus. Maintenant, une fois qu'on sait ça, alors je vais juste leur situer pourquoi c'est intéressant dans le domaine de l'apprentissage et du changement de comportement. En fait, les jeux font partie des méthodes actives. Alors, je vous ai remis en haut à gauche, vous voyez les 4 grandes méthodes aujourd'hui d'apprentissage. Donc, la méthode magistrale que vous connaissez bien. On a la méthode démonstrative. En gros, le formateur ou la formatrice va faire quelque chose et va vous demander de le reproduire. La méthode interrogative qui va être, alors pas juste je pose des questions, mais en fait, je vais poser des questions de plus en plus précises pour et en fait partir des connaissances du groupe, des connaissances des personnes pour aller faire émerger finalement un processus, des façons de faire qui vont m'intéresser et qui vont être finalement l'objet de l'apprentissage. Mais je pars des connaissances des apprenants. Et puis les méthodes actives, si vous voyez mon tableau, il y a stagiaires et faire, en gros, c'est centré sur les connaissances des stagiaires, les connaissances des individus, donc comme dans la méthode interrogative, et sur l'action. Donc, on va être dans l'action. Vous avez ici, je ne vais pas passer dessus, je vais pas aller dessus parce que voilà, si ça vous intéresse, on pourra refaire un jour un événement où vous venez me voir dans une autre conférence. Mais sur les méthodes actives, l'idée c'est que le jeu fait partie des méthodes actives et qu'aujourd'hui, je vous demande de me croire sur parole, mais les écrits toutes les recherches en fait sur comment est-ce qu'on peut former, comment est-ce qu'on peut apprendre de manière efficace, montre que les méthodes actives, ce sont les méthodes les plus efficaces pour l'apprentissage, qui ancrent le plus les informations, les comportements, etc. Parce qu'on est dans l'action, etc. Donc, méthodes actives, sous-catégorie, les jeux, qui en font partie. Alors, pourquoi, on arrive dans le vif du sujet, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un jeu, pourquoi est-ce qu'un jeu, ça aide à changer? Un jeu, ça aide à changer pour plein de raisons. J'ai fait un petit focus, j'ai pris quelques éléments. D'abord, un des premiers éléments, à mon sens, c'est que ça s'adapte au niveau de chacun. C'est-à-dire que ça va chercher chacun là où il en est, puisque chacun va pouvoir adopter va adopter des comportements dans le jeu,
puisque je vous rappelle, on est sur une activité où on va avoir des choix à faire. Et donc, ces choix, on les fait toujours en fonction d'une analyse de situation. Alors, quand je dis analyse de situation, ça peut être quelque chose de très, très simple, mais en tout cas, en fonction des connaissances que j'ai de la situation du jeu, je vais prendre une option qui va être soit d'aller à droite, soit d'aller à gauche, soit d'attaquer un tel, soit pas, soit d'avancer ma voiture, soit de prendre un covoitureur ou pas, pour faire le lien. Mais en tout cas, je vais prendre une décision dans le jeu. Et ça, je vais le faire en fonction de mes connaissances, mon niveau, et pas en fonction de quelque chose de théorique. Je ne vais pas appliquer quelque chose, je vais partir de moi, de ce que je sais. Et donc, forcément, les apports et les conséquences vont être un apprentissage en fonction de mon niveau. Ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle l'apprentissage différencié, ce qui permet d'avoir vraiment des personnes qui ont des niveaux très différents, par exemple de connaissances ou d'investissement dans le covoiturage, qui peuvent jouer ensemble et qui vont quand même chacun apprendre quelque chose parce qu'ils auront vu les conséquences de leurs décisions dans le jeu, et donc, ils vont avoir un apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend? Petit rappel, on apprend quand on fait une projection sur quelque chose qui va se passer. Voilà, je fais un pronostic et je mesure l'écart entre le pronostic que j'ai fait et la réalité. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc, en l'occurrence, je vais faire une action dans le jeu. J'ai dans ma tête pronostiqué un résultat à cette action et je vais pouvoir voir dans le jeu, est-ce que ça se passe ou est-ce que ça se passe pas. Si ça se passe pas, je vais pouvoir me dire, ah, ce pronostic est pas bon, j'en ferai un différent la prochaine fois. Et si ça se passe, je vais mettre un petit check dans mon cerveau qui va me dire, ah, ça, a priori, c'est bon. Donc, c'est plutôt bon signe, je pourrais réitérer. Et à force, c'est comme ça qu'on acquiert des réflexes, tout ce qu'on sait faire. Donc, en l'occurrence, chacun va pouvoir vraiment trouver des infos en relation avec son niveau, ses connaissances, voilà, tout ce qu'il est en capable de faire, en capacité de faire. Deuxième élément, alors ça, je vais enfoncer une porte ouverte parce que je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle on utilise le jeu, c'est qu'on se dit, oh, mais on a envie de jouer, donc ça favorise l'engagement. Bien sûr que c'est peut-être l'argument clé, mais c'est pas parce qu'on est engagé qu'on change. L'engagement, il va plutôt être là pour nous inciter à nous poser des questions et à mesurer justement ces fameux à faire ces fameux pronostics qui vont nous permettre d'apprendre. Donc, la recherche du plaisir, ça c'est fondamental, mais pour tous, on recherche ce plaisir. Notre cerveau est ainsi fait qu'il nous pousse à ça. Eh bien, la recherche du plaisir va favoriser l'engagement. Donc ça, nous, on va trouver ça intéressant pour faire rentrer dans l'activité et donc faire rentrer sur un questionnement sur le sujet qui nous intéresse, dans le cas des hubs sur le covoiturage. On va favoriser l'engagement, il va nous aider aussi à travailler tout ce qui est immersion. Enfin, c'est très imbriqué, en fait, on y va, on s'engage dans un jeu parce qu'on a peut-être un storytelling autour du jeu, une mise en situation, et des fois, on y va pour le plaisir de jouer. Alors des fois, c'est parce qu'il y a une récompense, mais en tout cas, on va être mis en situation. Et c'est parce que ça nous met en situation, le jeu, qu'on va justement être en capacité de prendre des décisions et donc faire ces fameux pronostics en rapport avec une situation qu'on ne connaît pas, qu'on ne vit pas forcément ou qu'on n'a pas la possibilité d'expérimenter ou de voir les impacts. Donc, c'est intéressant de nous mettre en situation parce que on va pouvoir explorer des comportements sans que ça ait en tout cas, en ayant la perception que les réponses et donc ce qui se met en place dans le jeu est la réalité puisqu'on est immergé dans le jeu. Donc la mise en situation, elle nous permet vraiment d'aller, c'est pas que de la théorie, on la vit cette mise en situation et donc on peut expérimenter. Je fais le parallèle avec l'avant-dernier d'ailleurs, point, qui est le droit à l'erreur. Parce que tout ça, c'est très imbriqué. Entre la mise en situation, l'engagement et le droit à l'erreur, tout ça, c'est très relié. Je ne peux être engagé pleinement et je ne peux vivre cette mise en situation de manière efficace que si j'ai le droit à l'erreur. Et rappelez-vous,
je vous ai dit dans la définition d'un jeu que le jeu n'avait pas de conséquences dans la vie réelle. Et ben, c'est ça le droit à l'erreur. C'est que dans un jeu, je peux expérimenter quelque chose qui, je me dis que ça planterait dans la vraie vie, mais je vais le tester puisque il n'y a pas de risque. Il va rien se passer. Si je prends la situation, alors je ne sais pas s'il est très adapté, mais je me dis que dans mon entreprise, c'est vraiment les gens si je contrains au covoiturage, ben, ça va pas bien se passer. Ben, je peux le tester dans le jeu. Et je peux me dire que dans le jeu, je mets des mesures qui vont être obligatoires pour le covoiturage. Je leur demande de créer des choses et je peux voir les conséquences. Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce que les personnes qui jouent avec moi refusent? Est-ce que finalement elles y vont? Quels sont leurs comportements? Et ça n'a pas de conséquences. Donc, je vais voir, ah ben ça n'a pas fonctionné. Par contre, si je le fais de cette manière-là, ça fonctionne, sans risque. Donc, on voit bien que cette notion de droit à l'erreur, elle est fondamentale, notamment quand elle est associée à la mise en situation qui va vraiment me permettre d'aller chercher, d'aller confronter voilà, la réalité et la fiction du jeu. Ce droit à l'erreur, il est intimement lié au fait que j'ai de la liberté. C'est-à-dire que si j'ai un jeu où je n'ai pas de liberté d'action, le droit à l'erreur ne me sert pas à grand-chose. Voilà, il est là un peu, on le dit parce que c'est un jeu, mais ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez bien que du coup, ce qui est intéressant, c'est de créer des jeux et d'avoir des supports qui permettent d'avoir de la liberté, d'avoir du choix pour pouvoir expérimenter ce droit à l'erreur. Petite parenthèse, le droit à l'erreur, bien sûr, il est présent de fait dans le jeu, mais vous, dans l'animation et dans le cadre que l'on met en place autour du jeu, il est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'on propose un jeu qu'on donne ce droit à l'erreur. C'est parce qu'on met en place un jeu et qu'on met un cadre bienveillant, d'écoute, etc., et qu'on autorise les comportements et qu'on se sent suffisamment en sécurité en tant que participant que je m'autorise ce droit à l'erreur. Et donc, vous n'aurez d'efficacité que si vous mettez ce fameux cadre autour qui va sécuriser les participants. Un petit dernier que j'ai raté. Je ne l'ai pas raté. Je vous l'ai pas mis, mais je voulais vous le dire. Alors, je vais le dire là en transition sur ce droit à l'erreur. Dans le covoiturage, mais dans plein d'autres situations, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur les valeurs. En tout cas, qu'est-ce qui est en jeu quand on va covoiturer ou pas covoiturer, vouloir instaurer une nouvelle pratique. Quelles sont les valeurs que ça va toucher? Si je suis dans la réalité, on va toucher mes valeurs à moi. Si je suis dans un jeu, en fait, ça met à distance ces valeurs puisque je peux prendre le rôle de quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Et donc, on peut débattre et on peut échanger sur les valeurs sans avoir le côté agression que ça peut provoquer. Et je ne vous apprends rien sur quand on parle de valeurs qui peuvent être différentes, les petites confrontations et petites montées de sang que ça peut provoquer. On voit bien les dîners de famille qui peuvent, quand on va toucher sur des sujets sensibles, eh bien, c'est vraiment mettre ça à distance. Et donc, ça permet d'apaiser les débats et d'avoir donc vraiment des échanges en profondeur sur des sujets qui peuvent mobiliser des valeurs qui sont différentes tout en ayant voilà, cette prise de recul qui permet ces échanges apaisés et donc finalement de faire évoluer, travailler des choses. J'ai une petite expérience à vous demander, mais alors il faut que vous déverrouillez. Je vais arrêter je vais mettre ça, je vais le mettre à la fin, mais je vais arrêter mon partage. J'ai une expérience et pour ça, il faut que, à minima, vous déverrouillez vos micros. Ou alors, ouais, allez, vos micros, c'est le mieux. Je voulais, à haute voix, je vais vous demander de compter. Compter est un grand mot. Je vais vous demander de dire à haute voix les chiffres de 1 à 10 dans l'ordre alphabétique croissant. Allez-y. C'est facile. Ordre alphabétique croissant. 2, 2, 10, Ah non, non, non. 5, Ordre. 5 d'abord, 2, 2, Sans écrire, hein. Parce que là, je ne vous vois pas, on ne touche pas. Alors, 5, 2, j'ai entendu. 5, 2, 10, c'est bon, c'est le début. 4,
Non, 8. 8. Oui, ça va. Le 4 est après le 8. Hein. Le 9. Mhm. 9. 4. Le 4 arrive là. 9, 4. 5, 2, 10, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1. C'est beau, hein, moi je le connais pas. Oh là, d'accord. Vous pouvez couper vos micros si vous le souhaitez. En tout cas, vous devez normalement avoir touché du doigt le fait que l'ordre alphabétique croissant pour les nombres, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça vient en confrontation avec notamment ce qu'on sait faire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est bon, on l'a appris. Mais vous voyez bien que quand on va vous demander un nouveau classement, waouh, non seulement c'est compliqué, mais en plus, ça vient en interférence, c'est-à-dire qu'on a envie quand même, le 7-6, voilà, on a envie de dire 6-7 et pas 7-6. Enfin, il est complexe parce qu'il va en opposition avec ce qu'on sait déjà. Le jeu, il va permettre ça. Il va permettre de se sentir suffisamment en confiance, à l'aise pour expérimenter, tenter ce nouveau classement. Et on y va tranquillement, en fait. On apprend les choses et on apprend une nouvelle façon de faire. Il va falloir pour ça déconstruire une nouvelle et donc oser faire autrement. Et ça, c'est pas facile. Le jeu, il nous permet, entre autres, ça. Je pense que la gardienne du temps va me dire qu'il est l'heure. Merci pour ces précisions. On va pouvoir prendre quelques questions. Je laisse la priorité aux participants. Si quelqu'un souhaite lever la main ou ouvrir son micro pour poser une petite question. Bonjour, Jérôme de Brest, de l'université. J'ai une question sur justement ce qui est un jeu, ce qui ne l'est pas. Donc le fait qu'on utilise un jeu dans une optique de changement de comportement, du coup, c'est quelque chose qui a une conséquence sur un futur. Donc est-ce que ça reste quand même un jeu au final? Le En fait qu'un fait, jeu soit sérieux, est-ce que c'est quand même un jeu? c'est la difficulté. C'est qu'on a on a une vraie dichotomie entre quand on parle de serious game. Là, je vous ai donné la définition d'un jeu, donc voilà. Et effectivement, nous, ce qu'on fait quand on crée un serious game, c'est qu'on va rajouter en fait, on va rajouter une fonction utilitaire, c'est-à-dire un objectif. Alors, moi, dans les jeux que je crée, la plupart du temps, c'est un objectif pédagogique, mais au final, ça pourrait être un objectif marketing ou autre. À partir du moment où on rajoute une fonction utilitaire, ça n'est plus la seule recherche du plaisir qui va guider notre pratique, mais bien un apprentissage, un changement de comportement et autres. Et ça vient questionner tout ce rapport à est-ce que c'est vraiment un jeu? Je ne sais pas si on est vraiment encore. En tout cas, on va aller prendre le maximum de choses dans le jeu, d'où l'équilibre à trouver entre l'objectif que l'on se fixe tout en restant le plus proche du jeu possible pour avoir tout le bénéfice du jeu. Et c'est une très bonne question. Je dirais que non, mais on n'est pas tout à fait dans un jeu, mais plus on s'en éloigne, plus on perd l'efficacité de ce média qu'est le jeu. Donc du coup, il vaut mieux avoir des objectifs qui ne soient pas trop ambitieux. Et notamment, il y a des choses qu'on peut essayer de préserver. La liberté de participer ou non, le choix à l'intérieur du jeu, le fait d'avoir des gagnants, de ne pas connaître l'issue. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut conserver. Et puis, le côté juste plaisir, par contre, ça, on va le perdre. Je sais pas si j'ai tout. Je fais vite dans les réponses, mais je vois d'autres mains levées. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va quand même prendre les questions de Justine et de Xavier. Donc, Justine. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir, selon vous, est-ce que vous avez remarqué que de faire manipuler, de demander aux gens de manipuler des choses palpables, des cartes, des objets, etc., est-ce que ça les implique encore plus ou pas forcément? Alors, en fait, dans l'apprentissage, plus on varie les canaux sollicités, plus on apprend. Alors, pitié, on ne cite pas le conte de Dahl qui est un neuromythe, d'accord? Le fameux j'apprends 10%, je retiens 10% de ce que je lis, je retiens ce qu'il y a 90% quand je fais, machin.
c'est un neuromythe, donc ça, on l'oublie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que plus on sollicite une diversité de sens et plus on est pleinement dans l'activité, plus c'est efficace pour l'ancrage. Et donc, oui, en fait, ça va participer. Si je manipule des objets pendant que j'apprends, ça va aider à l'ancrage. Ça va aussi aider pour certains, et c'est pas vrai pour tout le monde, ça va aussi aider à l'immersion. Et plus j'ai envie de participer, plus ça participe à mon plaisir, à la joie d'être présente dans le moment, plus ça va ancrer les choses. Mais en fait, oui, mais pas parce qu'il y a le code nodal. Merci. Merci. Xavier, peut-être? Oui, merci. Moi, du coup, j'essayais d'imaginer ce que ce serait des jeux de covoiturage. Ouais. Donc, je me disais qu'il pouvait y avoir la course d'orientation en covoiturage, qui poserait peut-être, enfin, qui du coup risquait de poser des problèmes de est-ce que je peux me permettre, pour m'amuser, d'aller embêter des gens qui se déplacent? Peut-être qu'il y a des enjeux sociaux comme ça, du coup, qui pourraient être bloquants ou pas. Enfin, il y a des conditions quand même qui sont pas évidentes. Bon, j'ai eu du mal à imaginer d'autres jeux pour l'instant, mais en tout cas, ça serait quoi les jeux du covoiturage, à votre avis? Et en Alors, particulier, ouais. je me demandais aussi, enfin, c'est un peu plus théorique, mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à un moment donné, si c'est trop un jeu, finalement, c'est tellement déconnecté du réel que ça n'a pas de traduction dans la pratique réelle. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des conditions là-dedans? Alors, les jeux du covoiturage, là, comme ça, c'est un peu compliqué de répondre. Ça va dépendre des objectifs qu'on va se fixer. Si mon objectif, c'est de convaincre de l'intérêt, je vais peut-être pas avoir les mêmes jeux que si c'est de montrer que c'est facile, juste de faire expérimenter la situation ou de montrer. Alors, tout ça, je vais peut-être avoir comme objectif de faire évaluer ce que je gagne personnellement ou ce qu'on peut gagner économiquement quand on covoiture, par exemple. Ça peut être cet objectif-là qui va participer à mobiliser autour du covoiturage. Et donc, ça peut être des jeux qui sont sur mesure. En tout cas, tous les jeux de type jeu de loi, je vous l'ai expliqué, mais tous les jeux assez simples, très souvent, on fait, je vais apporter une subtilité de plus, de la gamification. C'est-à-dire que la gamification, c'est bien, retenez ça, un serious game et de la gamification, ça n'est pas la même chose. Un serious game, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire un jeu sur lequel on va rajouter une fonction utilitaire, mais on garde quasiment tout la plus-value du jeu. La gamification, c'est je prends une activité classique qui peut être une activité d'apprentissage et je vais y saupoudrer un petit peu d'éléments liés au jeu, par exemple des cartes ou par exemple un challenge et ça ou un avatar et ça je vais juste finalement rajouter de l'engagement sans faire tous les autres éléments du jeu et donc juste donner envie de participer à l'activité. C'est juste ça la différence. Donc au choix, on peut varier. Il n'y a pas de bien ou de mal entre gamification et serious game. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Pour le changement, les serious games sont plus efficaces parce qu'ils vont plus loin dans la mobilisation de l'individu. Pour répondre à la deuxième partie de la question sur le transfert possible entre quand on fait un jeu, est-ce que c'est trop décorrélé? On voit que pour augmenter le droit à l'erreur, pour faciliter l'immersion et la facilité à se sentir en confiance, on va décaler, on va dire, l'univers narratif, la situation de jeu. Mais effectivement, le transfert est plus difficile. Donc, il faut jongler. Des fois, on décale beaucoup, des fois, on décale pas beaucoup. Moi, j'aime bien décaler un minimum quand même. Par contre, ça veut dire une chose essentielle, c'est qu'un serious game, ça n'a pas d'efficacité s'il n'y a pas une phase de capitalisation. Donc, quand on anime un jeu en entreprise, on a toujours 3 temps. Un temps qu'on appelle l'onboarding, où on va expliquer pourquoi mettre en confiance, créer le cadre, expliquer quel est le but du jeu et parfois pourquoi on joue. Pas toujours, mais voilà les objectifs. La phase de jeu, où on va être l'animateur, l'animatrice, et puis la phase qu'on appelle souvent des briefings. Moi, je préfère capitalisation, où on va aider les participants à transférer ce qu'ils ont vécu dans le jeu, les apprentissages du jeu dans leur contexte personnel ou professionnel. Et ça, il faut vraiment une remédiation. On s'aperçoit que les jeux qu'on appelle autoportés, où il n'y a pas de médiateur ou de médiatrice qui vont aider à cette capitalisation, ils sont beaucoup moins efficaces. Donc oui, le transfert, il ne se fait pas comme ça. Il faut accompagner ce transfert.
Merci. Je fais court. C'est rapide et je te remercie parce qu'effectivement, faut qu'on reste dans notre temps. On a une dernière question que l'on Ok. peut prendre. Monsieur Cazot, Madame Cazot. L'interaction, elle est, en fait, on peut avoir, paradoxalement, je suis d'accord. Moi, je vais concevoir des jeux qui sont plutôt des jeux où on va avoir de l'interaction pour plusieurs raisons. La première, c'est que oui, on augmente l'engagement. La deuxième, c'est que ça oblige à s'adapter au contexte et aux autres participants. Et donc, on a quelque chose qui est souple, c'est-à-dire la matière créée dans le jeu est d'autant plus en adaptation avec les besoins des participants parce qu'il y a ces interactions-là. Donc, moi, je trouve ça très riche, mais on peut concevoir des jeux qui vont avoir de l'engagement où les gens vont jouer seul ou en distanciel, hein. Notamment quand on a des besoins de diffusion, je pense. On peut, alors moi je crée plutôt des jeux qu'on appelle des jeux analogiques, donc qui sont des jeux voilà, avec des cartes, des dés, des DVD, des plateaux. Mais en jeu numérique, hein, l'avantage c'est la diffusion et on n'a pas toujours d'interaction. Ou on a de l'interaction différée et qui n'est pas souvent ce qu'on recherche. C'est intéressant vraiment sur le côté mesure de l'écart entre le pronostic que j'ai fait et le retour, parce que le retour va m'être donné par les autres participants. Et donc ça a beaucoup plus de poids en tant que participant dans mon cerveau, en fait, va l'intégrer comme étant plus réaliste, plus riche, parce que c'est finalement des vrais gens qui vont me répondre et pas un programme ou des règles de jeu qui vont dire à telle action, telle réponse. Donc ces interactions, elles vont enrichir la qualité, en fait, en tout cas la mesure de la réponse qui va être apportée pour mon cerveau. En fait, ça va être plus réaliste, plus vrai, dans le cas d'ailleurs, mais en tout cas, ça aura plus de poids et donc forcément, ça va plus s'engager dans le changement. Mais c'est pas une obligation fondamentale. Ça dit, moi, je partage, en tout cas, Jacqueline. Je suis d'accord que les interactions, c'est mieux. Ça demande du lâcher-prise pour l'animateur ou l'animatrice. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on va s'adapter à la matière vivante et les participants et à leurs réactions. Merci beaucoup, Susan, pour ton intervention, pour la réponse à tes questions. On aurait pu prendre plus de temps encore pour débattre sur ce sujet et questionner le jeu comme un facteur d'aide finalement au changement pour les comportements de mobilité, mais pour tout type de comportement.